Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire Semaine des Champions. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui avec l'équipe de Carnot qui est accompagnée de deux autres intervenants que je vous présenterai par la suite pour ce webinaire avec Carnot dans le cadre de la Semaine des Champions. Alors la Semaine des Champions, qu'est-ce que c'est? La Semaine des Champions, c'est 5 webinaires. Hier, on avait la chance d'être avec Tetris. Demain, on rencontre Adacor. Jeudi, ce sera Imaginautique et vendredi, Ecomundo. Le principe de cette semaine pour vous, c'est de rencontrer 5 champions, les 5 champions 2021, chacun sur un thème spécifique, pour vous permettre de les découvrir, de découvrir leur domaine applicatif ou certains sujets sur lesquels ils souhaitent échanger avec la communauté systématique. C'est organisé en partenariat avec Systématique et évidemment, cela vous laisse la possibilité de poser des questions. Pour l'organisation aujourd'hui, simplement quelques petits rappels pratiques. Vous avez le chat pour échanger entre vous. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser pour pouvoir échanger et discuter sur certaines thématiques qui seront abordées. Et vous avez la possibilité d'interroger nos intervenants via l'onglet questions. Les questions seront ensuite traitées à la fin de la présentation globale. Cela vous permettra de poser toutes vos questions et je laisserai la place à Quentin Lorenz qui présentera les questions une à une aux personnes qui sont là. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Carnot. Carnot va nous présenter les grands enjeux liés à la pollution numérique et l'objectif est de nous présenter les solutions à mettre en œuvre avec des cas d'usage concrets. On a la chance d'accueillir aujourd'hui Paul Benoît, cofondateur et président de Carnot, ainsi que Raphaël Maurice, directeur général associé de Celeris Informatique, David Bureau, chef de projet transverse IT pour Natixis, et enfin Quentin Lorenz, directeur de relations extérieures de Carnot. Quentin, je te laisse prendre la parole. Merci Salomé, bonjour à tous. On est ravis de vous retrouver ce matin. Je remercie d'abord toute l'équipe de Systématique pour l'organisation et puis avant ça pour vous avoir désigné comme l'un des 5 champions 2021. On est ravis. On a aujourd'hui autour de la table une table assez mixte, peut-être pas par le genre, mais en tout cas par les responsabilités et puis les expertises. Je suis heureux d'accueillir Raphaël Maurice, David Bureau et puis Paul Benoît, le président de Carnot. Le sujet d'aujourd'hui est un petit peu vaste et volontairement vaste puisqu'on a décidé de traiter la question de la pollution numérique dans son ensemble. Et on a proposé de poser la question suivante: comment concilier performance technologique et environnementale à l'heure du cloud? Alors ici, on a des acteurs qui sont soit consommateurs de cloud, soit acteurs du cloud de façon logicielle ou matérielle. Et on verra tout à l'heure que toutes les bonnes solutions sont à prendre pour réussir à justement résorber tous les enjeux liés à la pollution numérique. C'est un sujet qui est pleinement d'actualité cette semaine. On n'a pas fait exprès de caler cette date aujourd'hui, mais on a quelques remous dans la presse, notamment autour de la sortie du livre de Guillaume Pitron qui s'appelle L'enfer du numérique, dans lequel vous retrouverez beaucoup de choses qui font un petit peu de mal à lire parfois parce qu'on ne se doute pas que le numérique implique autant de pollution et d'effets négatifs, mais c'est aussi assez éclairant pour justement que nos usages soient adaptés. Alors Carnot est une entreprise française, Paul en parlera tout à l'heure un peu mieux que moi, qui depuis sa création en 2010 se propose justement de réduire l'empreinte carbone du numérique et en particulier du calcul informatique haute performance. C'est pourquoi on a estimé, nous, aujourd'hui, devoir organiser cette table ronde autour du sujet de la réduction de l'empreinte environnementale du numérique. Alors peut-être pour commencer, je vais proposer à nos invités d'abord de présenter en quelques secondes ou minutes l'activité de leur entreprise. Et on va commencer avec Raphaël Maurice, qui est donc directeur général associé de Celeris Informatique. Bonjour à tous. Donc rapidement, Celeris Informatique est un fondeur que nous avons créé il y a 10 ans. Et pour aller sur le terrain de Carnot, on travaille majoritairement avec les hyperscalers, les acteurs de la web technologie, c'est-à-dire les entreprises dont l'infrastructure informatique, les serveurs, le stockage, le compute, le réseau sont un levier de croissance, mais aussi un gros centre de coûts et où l'empreinte carbone est trop importante. Et ces acteurs, il y a 3-4 ans, nous ont demandé de trouver des solutions un peu innovantes, justement de manière à gagner en scalabilité, de consommer moins, d'être moins loqué par les constructeurs informatiques. Et nous sommes intéressés à l'Open Compute Project, qui est l'informatique hardware qui a été conçue justement par les GAFAM, il y a maintenant plus de 10 ans,
avec un double enjeu qui était bien évidemment de réduire les investissements, mais aussi de réduire l'empreinte environnementale en consommant moins et en créant des machines qui avaient une durabilité plus grande que ce qu'on peut trouver sur le marché. Et donc on s'est positionné il y a 3-4 ans notamment sur ce marché, qui est une partie de notre activité, et qui nous permet justement, parce que les machines conçues par ces GAFAM sont plus résistantes, d'avoir un canal d'approvisionnement un peu différent et de pouvoir proposer des machines recertifiées. Parce qu'on sait que je dirais que quand vous achetez un serveur, 70% de son empreinte carbone est à sa conception. Donc je dirais que la meilleure sauvegarde d'énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et du fait, l'open compute répond parfaitement aux contraintes aux contraintes qu'on a aujourd'hui, à savoir d'avoir des machines qui fonctionnent en commun. Et c'est dans cette approche qu'on a été amené à discuter avec Carnot, puisque Carnot utilise justement ces machines dans les solutions qu'il propose à leur client final. Voilà. Merci Raphaël. Davy Bureau, tu es responsable de projet transverse IT pour la grille de calcul chez Natixis. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en quoi consiste ton métier et puis peut-être la relation qu'on a Natixis et Carnot? Bien sûr, aucun souci. Chez Natixis, qui est une grande banque française, nous avons des activités de trading. Donc, nous avons plusieurs salles de marché qui correspondent à plusieurs asset classes, des actions, des taux d'intérêt, des commodities. Et toutes ces actions de négociation, de trading, qui sont opérées par nos traders, ont besoin d'être monitorées, que ce soit en termes de valorisation, de contrôle des risques. Ça donne lieu à la production d'un ensemble de reports qui sont assez conséquents, et ces reports se basent sur des calculs massifs qui utilisent bien sûr tout un ensemble de modèles de valorisation qui sont propres à Natixis, standards pour certains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un gros volume de trades pour lequel on a besoin d'avoir des reportings pour contrôler l'activité de nos traders. Et ça se transforme en une énorme activité informatique sous forme de calcul. Donc, pendant très longtemps, on a eu des fermes internes, des fermes de calcul internes sur lesquelles on a des volumes d'heures CPU dépensées qui sont énormes. Et on a fait la transition du cloud, notamment chez Carnot, il y a quelques temps. On est en cours de finalisation des projets. L'intérêt du cloud, c'est bien sûr d'assurer une élasticité, savoir que quand on a un parc informatique, on est contraint par la taille maximale de cette grille de calcul. Ça veut dire que on peut avoir affaire à des limites. On ne pourra pas encaisser une charge supérieure à la normale. Le cloud nous permet d'avoir une élasticité et on est extrêmement conscient de la responsabilité écologique que l'on a, on doit maximiser l'utilisation de nos grilles de calcul et en même temps en diminuer le coût et l'impact écologique. Et c'est dans ce cadre-là que notre partenariat avec Carnot s'est inscrit. Alors peut-être pour être tout à fait concret, du calcul informatique pour une grande banque, c'est de l'analyse de risque pour éviter des dérives? C'est contrôler ce qui peut se passer dans nos portefeuilles par rapport aux variations des risques des marchés financiers. D'accord. Pour clore la table, Paul Benoît, qui est donc cofondateur et président de Carnot. Paul, je te laisse peut-être rappeler qui est Carnot et ce qu'on fait et quel est notre domaine d'expertise. Ok, avec grand plaisir. Donc, comme le disait Quentin, Carnot, c'est une société qui a été fondée en 2010. On est à Montrouge, on est 70 personnes aujourd'hui. Notre métier, c'est de fournir des services de cloud computing spécialisés dans un domaine qui est le calcul intensif.
Donc, comme l'a évoqué David, c'est un cas typique, un use case typique de choses qu'on fait chez Carnot, avec une mission qui est, comme l'a évoqué David, qui est de réduire à la fois l'empreinte carbone et à la fois les coûts. Réduire les deux, c'est souvent pas évident parce qu'il y a beaucoup de solutions qui sont moins gourmandes en carbone mais qui sont plus coûteuses. On peut voir ça dans le cadre des voitures, par exemple. Mais dans le cas de l'informatique, nous, on a eu, donc là, quelle est notre mission et le comment. C'est l'approche qu'on a eue au démarrage de Carnot. C'est une approche totalement alternative à l'approche classique dite des data centers et surtout de la concentration des machines. Puisque le modèle des data centers est construit sur des grandes fermes très concentrées dans lesquelles on va mettre des systèmes de refroidissement, construire un bâtiment qui est très coûteux, dont la vocation première est de se débarrasser de la chaleur. Donc, quelque part, tous les CAPEX et tous les OPEX que vous avez, enfin, pas tous, mais une grande partie des CAPEX et des OPEX que vous avez dans la coque, qui est un data center, est dédié à se débarrasser de la chaleur. Nous, on a une approche qui est complètement, qui est diamétralement opposée, c'est de se dire pourquoi ne pas mettre les serveurs informatiques dans des bâtiments qui peuvent valoriser cette chaleur, parce que ça pourrait avoir beaucoup d'avantages. Premier avantage, ça permet de ne pas construire de data center, puisque des bâtiments qui sont demandeurs ou qui veulent valoriser de la chaleur, il y en a beaucoup avec de l'espace existant, qui disposent d'électricité, qui disposent maintenant de plus en plus de fibres optiques. Donc, ça permet de faire des économies très intéressantes, avec quand même des densités qui peuvent être assez intéressantes, j'y reviendrai. Et le fait de valoriser la chaleur vous évite aussi d'avoir ce besoin de refroidissement des machines, puisque la chaleur trouve un débouché sur place. Donc Carnot a développé à la fois un service de calcul cloud, donc avec toute une plateforme logicielle qui s'appelle le QR et qu'on expérimente et qu'on développe notamment avec Natixis, qui permet à nos clients d'envoyer des calculs. Alors, donc, encore une fois, nous, on est spécialisé dans le calcul intensif. Et nous, ensuite, de dispatcher ces calculs de manière intelligente sur les différentes infrastructures pour à la fois valoriser la chaleur et optimiser le bilan carbone de ces calculs. Donc là, j'ai parlé, on va dire, de la partie plateforme, on va dire c'est la partie visible de l'iceberg pour un client comme Natixis. Mais derrière, et Quentin l'a évoqué, c'est aussi un sujet d'infrastructure. Et l'infrastructure, aujourd'hui, on développe des systèmes d'infrastructure particuliers. Typiquement, on a développé un cluster de calcul complètement water-coolé avec une approche qui est plus proche de la chaudière que du rack classique, mais dans laquelle on intègre du matériel typiquement de type OCP, donc qu'on a co-développé en partenariat avec Celeris, qui nous permet à la fois d'avoir des systèmes informatiques particulièrement performants, qui sont, on va dire, dans l'état de l'art avancé, puisque ce sont des matériels qui sont utilisés par les GAFAM pour notamment leurs besoins de calcul, avec une grande durabilité. Donc, on travaille vraiment sur toute cette chaîne pour pouvoir en fait diviser, pour pouvoir réduire drastiquement l'empreinte carbone et les coûts. Donc avec cette stratégie, pas de data center, pas de système de refroidissement et valorisation de la chaleur. Si on résume, qu'est-ce que vend Carnot ? Alors Carnot, vu de nos clients, ce qu'ils achètent avant tout, c'est de la puissance de calcul. Nous, on est un acteur du cloud spécialisé dans un domaine qui est le HPC, donc quelque part c'est ce que vous allez retrouver chez les acteurs du cloud sur une sous-partie sur laquelle on est spécialisé, beaucoup plus performant à la fois, comme je le disais, sur l'empreinte carbone et sur la réduction des coûts. Alors, si on reprend la question de la pollution numérique, on a un aperçu assez large depuis la conception jusqu'à l'usage et même peut-être la fin de vie. Si je reprends la chaîne de la pollution numérique, on dit souvent qu'il faut d'abord extraire des métaux, des matériaux rares, souvent à l'autre bout du monde, en Afrique, en Chine ou en Amérique du Sud. Ensuite, on a la question de la fabrication des matériaux, leur transport, et puis ensuite vient l'usage, avec une tentative aussi d'essayer de réduire la consommation d'énergie, puis vient la fin de vie après. Pourquoi est-ce que c'est si important, Raphaël, de
d'essayer de prolonger cette durée de vie, justement, parce qu'on consomme, on crame des machines un peu trop vite sans forcément se préoccuper de leur durabilité aujourd'hui? C'est une question pas évidente. Moi, ce que je constate, c'est à des clients, comme je le disais, où l'infrastructure est une vraie levée de croissance, mais aussi un très gros centre de coûts. Donc des gens qui utilisent, je vous citerai des exemples comme Ubisoft, Dailymotion, Le Bon Coin, OVH, Criteo et d'autres, et ce sont des gens qui ont des fermes de serveurs significatives. D'accord. Effectivement, comme le disait Paul, leur vocation, c'est de réduire l'investissement initial, en bas à droite, mais aussi de réduire derrière l'OPEX. Donc la consommation électrique, la maintenabilité, le fait d'être plus indépendant, avoir du matériel plus open. Et c'est vrai qu'il y a 3-4 ans, ce sont ces mêmes clients qui nous ont dit comment faire pour arriver à ça. C'est-à-dire comment on peut faire pour consommer moins, tout simplement. Pas forcément changer les machines tous les 3, 4, 5 ans, d'accord, et investir réellement sur ce qu'on a, quoi. Et on se rend compte qu'il y a un vrai changement, puisque depuis 2 ans, les réunions qu'on fait avec les différentes structures concernées, on voit beaucoup les RSE apparaître dans ces réunions avec des objectifs d'empreinte carbone assez drastiques sur ces 10-15 prochaines années. Et après, il n'y a pas trop, je dirais, de solutions miracles. C'est-à-dire que les GAFAM se sont posés les mêmes questions bien avant nous. Il y a 10 ans, je pense un peu plus drivé à l'époque par les économies potentielles à faire financières que par l'empreinte carbone. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, on réunit un peu le meilleur des mondes avec tout ce qui est l'open compute, à savoir des matériaux qui ont été conçus pour durer. Donc c'est des machines qui peuvent durer facilement 10 ans. Qui sont réparables Qui sont réparables très facilement. Pour vous donner une idée, alors nous on est très actifs dans l'infrastructure, on a un lab de test, si vous voulez, avec les solutions proposées par les acteurs standards du marché, qui tapent HPE, les nouveaux, mais aussi les racks Open Compute, et on bench tout ça. C'est-à-dire qu'on essaie de voir ce qui tient le mieux, ce qui consomme le mieux, ce qui consomme le moins, pardonnez-moi, etc., etc. Et c'est vrai qu'une machine, un serveur Open Compute, en 1 minute 30, vous changez une carte mère, il n'y a pas d'outils, c'est pas propriétaire, c'est de l'open source, c'est-à-dire que tout le monde à la rigueur peut fabriquer, gérer ses machines, les plans sont disponibles, c'est important pour le client, c'est-à-dire que c'est vraiment safe. Et ils ont une façon aussi, c'est une façon, je dirais, de gérer ces fameuses fermes de calcul en ayant une informatique, on a l'habitude de dire un peu désagrégée, c'est-à-dire qu'on a des pôles de compute, des pôles de stockage, des pôles de GPU. Et ce qu'on voit aujourd'hui, effectivement, ce que nous disaient nos clients, c'est que souvent, quand on a une machine, elle embarque du stockage, du réseau, du calcul, etc. Et la faire évoluer juste un bout de la machine, soit la puissance, soit la mémoire, etc. Très souvent, il faut tout changer pour des raisons de compatibilité après 3-4 ans. Et l'open compute nous permet justement d'avoir des pools de calcul, des pools de GPU. Donc, on fait évoluer ces fermes au gré du temps. On n'est pas loqué par les constructeurs qui nous empêchent de mettre tel disque dur plus qu'un autre. D'accord. Donc, c'est vraiment open, ça dure longtemps et ça permet surtout, comme le disait Paul, ce sont des machines qui, quand elles sont créées, sont vraiment à l'état de l'art. Donc, aujourd'hui, on recertifie des machines qui ont 3-4 ans, qui n'ont vraiment pas à rougir devant les nouvelles machines des autres constructeurs. Et donc là, on est vraiment, je dirais, sur la quintessence de la réduction de l'empreinte carbone, puisqu'on a des machines qui ont été conçues pour vraiment moins consommer. Donc il n'y a que l'essentiel à l'intérieur. Il y a des flux d'air qui sont faits justement pour que la chaleur soit évacuée proprement. Pas besoin de faux plancher, pas besoin de clim, c'est du free cooling. Et c'est pour ça que ça se prêtait tout à fait à la volonté de Carnot, qui était de mettre à la disposition de ses clients justement ces fermes de calcul en réutilisant la chaleur. Parce que ces machines permettent aussi de faire pas mal de choses sur notamment l'immersion cooling, le fait de les transformer un peu, de les tuner à notre façon pour qu'elles donnent le meilleur d'elles-mêmes. Voilà. D'accord. David, Raphaël vient de citer la RSE. Est-ce que quand on s'occupe de la grille d'analyse d'une grande banque, on a la RSE qui vient frapper à la porte et qui demande instamment de réduire l'empreinte carbone? Comment ça se passe? Est-ce que c'est une initiative qui vient de l'IT ou est-ce que c'est le groupe qui se fixe des objectifs carbone ambitieux et qui demande à toutes les directions de les atteindre, dont l'IT? Alors moi, je ne le prendrais pas forcément par ce bout-là, à savoir que... C'est un peu provoquant. Mais il n'y a pas de souci, il n'y a aucun souci. Moi, la manière dont je le vois, c'est que le nombre d'heures de calcul qu'on dépense par semaine est conséquent, avec des profils différents selon les jours. Donc là, on parle de quoi? De centaines, de milliers d'heures? C'est des centaines de milliers d'heures, voire même on est au-dessus du million. On est au-dessus du million. Voilà. J'évite de donner des chiffres
extrêmement précis pour éviter que nos concurrents se benchent sur nous. Mais on est au-dessus du million, ça c'est sûr. Et en même temps, il y a des initiatives Green IT qui sont très pushy et qui nous demandent ce qu'on fait. Et on s'aperçoit qu'en fait, on raccorde, il y a des initiatives qui émergent dans l'entreprise qui convergent toutes vers, voilà, on dépense moins, bien sûr de l'argent, mais aussi de l'énergie. Et on rationalise vraiment notre utilisation des fermes de calcul. Alors c'est d'autant plus important, comme on disait, on est au-dessus du million d'heures, et donc ça veut dire qu'on a une infra interne qui est conséquente. Ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup de problèmes de gestion, enfin pas de problèmes, mais il faut des stratégies pointues de gestion. Et on a, avec les besoins réglementaires qui pointent et qui augmentent d'année en année, on a besoin de cette élasticité que le cloud nous demande. Donc réglementaire, c'est quoi? C'est les banques centrales? Ouais. C'est exactement ça, c'est les banques centrales, ça va être les FRTB, etc. Et à partir de ce moment-là, on est un gros client, on dépense beaucoup, donc il y a beaucoup d'optimisation à faire. On n'est pas à l'abri qu'on commence à développer des produits financiers verts. Ça serait quand même particulièrement cocasse qu'on traite des produits financiers verts sur des grilles de calcul non vertes. Et le choix, par exemple, de Carnot, dans la mixité de la grille, il se porte justement sur des questions, dont je me doute, techniques, qu'on doit vérifier avant que ça fonctionne, et aussi sur des performances environnementales. Alors, techniquement, on ne va pas dévoiler exactement l'état des travaux, mais on est très avancé. On est très très avancé. On fait tourner très régulièrement des runs corrects. Donc techniquement, on sait que ça marche. On sait que c'est un beau use case de Green IT. Et ça, c'est extrêmement important, que ce soit en interne ou en externe. Et puis, c'est une société française. Et ça, c'est extrêmement important. On pourrait parler de l'actualité internationale, mais voilà. On sait que le fait d'avoir une société qui nous donne une solution cloud performante, green, qui soit française, c'est extrêmement important pour nous. Et on a plus tendance à faire confiance à une boîte française qu'à des gros Américains qui ont aussi des capacités, mais qui ne donnent peut-être pas les mêmes garanties. C'est de la gestion du risque. C'est de la gestion du risque et ne compter que sur des interlocuteurs étrangers, ça serait, je pense, une erreur. Le fait d'avoir, je l'ai dit, hein, avec Carnot, on a quasi un use case parfait sur la performance, le coût, le côté green et le côté souverain. Donc il n'y a aucun souci. Paul, côté Carnot, c'est un défi pour les équipes de voir Natixis s'intéresser à l'offre de calcul de Carnot? Oui, c'est un défi. À la fois, c'est un challenge extrêmement motivant. Moi, je connais bien le secteur bancaire. J'ai envie de dire, le challenge, il est pour nous de garder vraiment cette mission de départ sur la réduction de l'empreinte carbone, mais c'est surtout de faire une informatique performante, efficace, un service qui est vraiment le plus adapté possible. Il ne faut pas que notre service, d'un point de vue informatique, soit moins performant ou moins robuste que ce qu'on pourrait trouver chez les GAFAM, hein, sinon ça n'intéresserait pas des banques comme Natixis. Donc ça, c'est un grand challenge. Le challenge est passionnant aussi parce que là, je me place du point de vue du haut de la plateforme, c'est-à-dire d'orchestrer tout ça. Ce qu'évoquait David tout à l'heure, c'est qu'il y a des enjeux d'automatisation de l'orchestration des calculs, et ça, c'est le savoir-faire de Carnot. Quelque part, dès le départ, chez Carnot, on s'est mis un challenge difficile qui est pourquoi faire des calculs dans un beau data center où tout est propre, tout est facile, etc. Et nous, on a décidé de faire ça sur une infrastructure qui est distribuée parce qu'on a développé toute cette plateforme qui va automatiser tout ça.
D'ailleurs, j'en profite aussi pour dire que l'empreinte carbone, c'est pas que les infrastructures, c'est pas que la consommation électrique, c'est aussi le logiciel. On dit souvent, si un calcul, il n'a pas besoin d'être lancé sur une machine qui est allumée 24 heures sur 24. Donc, aujourd'hui, les technologies autour de l'open source, l'apparition de Linux il y a 25 ans, a permis ce genre de choses. Il y a eu les containers après. Donc ça, déjà, c'est un challenge qui nous passionne, nos équipes d'ingénieurs, pour faire en sorte que les machines, elles travaillent en permanence pour différents types de clients. Pour éviter ce qu'on appelle le idle dans les data centers? Oui, alors moi, on a évoqué des cas où on sait que dans certains data centers, il y a des machines qui restent allumées, qu'on n'éteint pas parce qu'on ne sait pas à quoi elles servent. On le rencontre régulièrement. Donc ça, on va dire, c'est sur la partie logicielle et c'est un défi. C'est vraiment le moteur de nos équipes, cette passion-là. Et puis, alors, pour revenir sur la partie infrastructure, oui, l'OCP, j'ai envie de dire, j'ai l'impression de revivre ce qu'on a vécu avec l'open source, avec l'apparition de Linux il y a 25 ans. Ça change tout. Ça change tout parce que, surtout pour une société comme nous, on a démarré sur du matériel grand public haut de gamme parce qu'on avait cette force logicielle de pouvoir écarter, mettre en quarantaine une machine qui est défectueuse ou autre de manière automatisée. Donc là, on parle de quoi? Processeur, carte mère? Voilà, processeur carte mère. On nous a toujours dit, bon, les machines, elles vont consommer de moins en moins. Bon, tu parles, chaque année, on a des machines toujours plus puissantes, toujours plus chaudes, d'ailleurs, avec des températures de fonctionnement toujours plus élevées, ce qui est très intéressant pour la récupération sous forme d'eau chaude. L'OCP, comme on disait, on a les plans, c'est l'état de l'art. Nous, on pense qu'il y a une révolution à faire qui est vraiment d'aller travailler jusqu'au bout le refroidissement, le silence. Alors nous, on adore le silence. Les machines silencieuses, c'est aussi très intéressant parce que le bruit est aussi un problème. Et puis, on est même convié à l'OCP Summit là, en fin d'année pour expliquer ce qu'on fait parce qu'on est un peu pionnier dans cette façon de récupérer la chaleur. Et puis une autre chose qu'on s'est vraiment dit, c'est qu'aujourd'hui on travaille sur des architectures dites léopard, on va dire c'est la génération il y a 3 ans à peu près, 3-4 ans. La nouvelle génération, c'est les Capri, on travaille dessus. On a les plans, on a les plans de ce qui va sortir après. Donc en fait, on a les plans de ce qui va sortir dans 5 ans et qui va durer 10 ans. Donc derrière, pour une entreprise, c'est génial. On anticipe. Alors que si vous subissez les aléas des constructeurs, entre guillemets taïwanais, j'ai rien contre les taïwanais, parce que d'ailleurs, c'est eux qui des fois fabriquent les OCP. Non, mais disons, à chaque fois qu'il y a un nouveau modèle qui sort, c'est la surprise. Comment on va gérer est-ce que ça va passer? Bon, ça passe, mais c'est toujours un peu d'inquiétude, un peu de travail. Ils n'ont pas livré les plans. Donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, je pense qu'avec l'open source, avec cette approche-là et le travail qu'on a fait à la fois sur des form factors et sur la partie logicielle et des cas d'usage qui sont très adaptés à la distribution, donc typiquement le cas du calcul de risque bancaire, sur ces millions d'heures, effectivement, mais il y a plein d'autres cas d'usage, on pourra peut-être en parler après, mais le sujet du calcul intensif est extrêmement passionnant pour faire plus de calculs avec moins d'énergie et moins de matières premières, on va dire. Raphaël, est-ce que tu peux nous expliquer de manière très simple et concrète pourquoi la logique open source justement permet de réduire l'empreinte de l'informatique au sens large? On en a parlé tout à l'heure, il y a la question de la durabilité, de la réparabilité. Alors, il y a le fait, pour revenir un petit peu aux sources, c'est lorsque. Alors, Paul disait tout à l'heure, effectivement, que les GAFAM sont des gros acteurs aussi et qui consomment beaucoup, qui polluent beaucoup. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, justement, il y a plus de serveurs OCP qui sont dans le monde que de serveurs traditionnels. Alors, il faut revenir un peu aux sources pour comprendre, c'est-à-dire que le fait que ça soit open source, ça a été fait pour tout ce qui est sécurité, avoir effectivement une communauté qui puisse améliorer les choses, de la visibilité, voilà. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'effectivement, il y a un peu plus de 10 ans maintenant, ils ont juste dit on achète des machines, Paul disait, des machines qui sont toujours plus puissantes, mais c'est des machines qui ne sont pas forcément bien adaptées. C'est-à-dire que, par exemple, dans un serveur, vous allez avoir 20-24 slots pour mettre des barres de mémoire, vous allez avoir des composantes partout, donc vous n'avez pas besoin, des ports vidéo, etc. Ce sont des machines qui sont en data center. C'est pas sur mesure.
C'est pas sur mesure, bah, c'est de la production de masse, hein, il ne faut quand même pas l'oublier. Alors je dirais pas que l'OCP c'est du sur mesure, mais je dirais qu'ils ont repensé l'informatique. C'est-à-dire qu'à l'époque, effectivement, les racks qu'on connaît tous, hein, traditionnels aujourd'hui, sont des racks qui étaient faits pour le réseau. C'est-à-dire quand on a créé les racks, on s'est dit on va mettre plein de réseaux et peu de serveurs. Il se trouve que en fait c'est l'inverse. Donc ils ont dit on va recommencer une page blanche, donc ils ont pris les racks, ils ont juste transformé les racks, basé l'alimentation dans le rack plutôt que dans les machines, parce qu'il vaut mieux avoir une grosse alimentation plutôt que plein de petites. Ils ont fait des machines plus aérées avec moins de composants à l'intérieur. Tout le câblage se fait par l'avant, ce qui fait qu'on a une circulation de l'air qui passe par le derrière du rack, qui fait qu'on a une meilleure restitution de la chaleur. En résumé, je dirais qu'ils ont conçu des machines qui les arrangeaient, c'est-à-dire facile à obtenir. On sait ce qu'il y a dedans. Et justement, elles consomment moins, elles durent plus longtemps. Donc l'open source, ça apporte derrière effectivement une notion de sécurité, hein, pas de backdoor, choses comme ça. On peut vraiment, on sait ce qu'il y a dans la bécane. Et après, c'est plus la conception de l'ensemble, hein, de la solution, notamment de compute en ce qui concerne Carnot, qui fait qu'on va consommer nettement moins, parce que les chiffres hein, qui sont sortis, c'est qu'on consomme à peu près 30% de moins en moyenne. C'est-à-dire quand on est en middle, je parlais de middle tout à l'heure, là on est sur des taux, c'est-à-dire qu'on a même des clients dans la sécurité qui ont fait des benches, c'est flagrant. C'est-à-dire qu'on se rend compte que du matériel OCP versus des constructeurs traditionnels, hein, que je ne saurais pas, on a des rapports parfois jusqu'à 10, quoi. Enfin, c'est assez impressionnant, quoi. Et peut-être, alors, quelle est la particularité du partenariat avec Carnot? Qu'est-ce qui est atypique? On a entendu des grands clients dans votre portefeuille. On en a parlé un petit peu en préambule. Qu'est-ce qui rend le partenariat avec Carnot intéressant aussi côté Celeris? Bah, pour ma part, je dirais que j'ai découvert Carnot je crois qu'il y a 2 ans. Il y avait un article de la presse, dans la presse qui citait Carnot comme une entreprise ambitieuse, différenciante. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Et j'ai vu aussi qu'en France, on est un peu en retard, hein, je dois le mettre. Vous regardez aux Pays-Bas, notamment, ils ont déjà adopté l'OCP pour réchauffer des serres, des choses comme ça. Et quand j'ai vu leur métier, j'ai pris contact pas avec Paul, mais des personnes de son équipe, Clément, l'informatique, et qui m'a expliqué un peu le concept, à savoir transformer les serveurs, pouvoir récupérer la chaleur, faire passer des tuyaux dans les serveurs, etc. Et c'est vrai que là, quand vous adressez à des HPE, des Dell, des Lenovo, c'est un peu compliqué. D'ouvrir des machines, de faire sauter tout ça au niveau de la garantie, c'est pas fait pour. Et donc, effectivement, j'ai pensé naturellement que l'OCP, justement, qui est open, hein, encore une fois, et qui est pas loqué hein, par un constructeur, hein, c'est ce qu'il fallait pour Carnot, quoi. Et bah, effectivement, on a fait quelques essais, on a eu un peu de matériel. Les ingénieurs de Carnot ont benché tout ça, et puis bah, force est de constater que c'est un pari gagnant. Et aujourd'hui, on a vraiment une approche impact. Alors moi, je ne dirais pas que je suis un fanatique écolo, mais bon, je suis comme tout le monde, hein, j'ai 48 ans, j'ai une fille, faut qu'on bouge, quoi. Parce que je veux dire, là, tout le monde pense qu'en numérisant, en envoyant dans le cloud, ça en consomme moins, c'est de pire en pire. Je veux dire, un email pollue énormément. Alors, on est dedans, on est obligé, mais on surconsomme, on ne s'en rend pas compte. Les data centers sont une source de pollution énorme, ça consomme en électricité parfois la même taille qu'une petite ville. Donc on est obligé, enfin aujourd'hui je pense qu'on n'a pas le choix, on est obligé de trouver des solutions juste qui permettent de moins polluer la planète, quoi. Alors on dit souvent en plus que le cloud est une réussite marketing folle, puisque ça nous a fait croire qu'il y avait quelque chose un peu vaporeux dans les nuages, etc. Le cloud, en réalité, c'est quoi? C'est simplement des ordinateurs, David le disait tout à l'heure, qui ne sont pas physiquement à côté de moi, mais qui sont probablement ailleurs. Et cet ailleurs, ce sont les data centers qu'on a évoqués quelques fois. Alors le but n'est pas de lyncher les data centers. Non, on en a tous besoin et on est tous dans nos usages au quotidien un peu dépendants. En effet, mais il y a une prise de conscience à avoir, c'est vrai, c'est important de le dire, autour de justement nos usages numériques et le fait d'avoir une conscience qui est que le virtuel est en fait matériel ailleurs et différemment. Alors, je pense que ce sera peut-être la dernière question pour ce premier tour et on prendra justement des questions de nos auditeurs extérieurs. Davy, la dernière chose peut-être, l'aspect matériel, toi tu le vois au quotidien dans ton métier, le fait qu'on ait recours au cloud, c'est peut-être une solution, mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Quelles sont les solutions concrètes? Alors, on a parlé de Carnot, il y en a peut-être d'autres pour le Green IT chez Natixis. Oui, bon, on est. Alors,
Nous, aujourd'hui, on a une solution interne. On a une solution interne qui marche bien, on n'utilise pas une solution du marché et on intègre plusieurs providers cloud. Donc, on est intéressé par les providers cloud qui sont à la fois efficaces, à la fois rentables et à la fois green. Donc, effectivement, on est multi-cloud sur l'implémentation dans laquelle Carnot s'inscrit. Et aujourd'hui, on est aussi impliqué avec Google. Il présente une certaine phase du Green IT, principalement au travers de la consommation électrique et des sources d'approvisionnement. Voilà, c'est intéressant. C'est intéressant. Je pense que aujourd'hui, c'est le minimum vital qu'on puisse demander. C'est se fournir chez des fournisseurs qui eux-mêmes utilisent de l'électricité verte. Et même là, quand je le mentionne en interne chez Natixis, je me fais challenger sur quelles sont les sources utilisées par les différents cloud. Alors pour Carnot, c'est extrêmement facile de vendre le case. Pour d'autres providers cloud, donner la source exacte d'électricité, est-ce que ça va être du nucléaire, du solaire, de l'éolien, et effectivement, on target des data centers, comme tu le disais à l'instant, le cloud, c'est du physique déporté. On sait qu'on porte une attention particulière aux data centers avec lesquels on a envie de travailler. On veut qu'ils ne soient pas trop loin, mais on a envie qu'ils soient fournis en électricité verte. Voilà, c'est ménager la chèvre le chou. Peut-être, Paul, pour conclure, on dit souvent, nous, côté Carnot, qu'il faut bien produire l'énergie, David vient de le dire, mais il faut bien la consommer aussi. Oui, tout à fait. Je pense que la partie consommation responsable est largement, voire peut-être plus importante que la partie production. Aujourd'hui, il y a des sources de production très intéressantes pour avoir un bilan carbone intéressant. Après, je rebondis un peu sur ce que disait David. C'est vrai que les acteurs classiques, entre guillemets, enfin, les GAFAM, moi, j'ai aucun doute sur le travail qu'ils font pour optimiser, on va dire, leurs infrastructures de type data center. C'est-à-dire que d'un point de vue performance, ce qu'on appelle le PE, donc c'est-à-dire le ratio entre la clim et la consommation IT, est certainement optimal. Un très grand savoir-faire dans ce domaine-là. La source d'énergie, effectivement, c'est un sujet, parce que souvent les sources, on va dire, dites durables, sont aussi intermittentes, donc c'est un peu compliqué. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites à travers de la compensation. C'est pas tout à base. Si vous mettez que des panneaux solaires, il faut des batteries, et puis là, donc, du coup, vous perdez ce que vous gagnez. Donc il n'y a jamais de solution, on va dire, complètement miracle. En revanche, dans les usages, par exemple, si on a un usage où on se dit, tiens, les calculs se passent quand il y a du soleil, alors moi, c'est que dans les banques, c'est plutôt, ça n'en a pas. Mais, c'est parce que ça se fait la nuit. Mais voilà, donc il peut y avoir des calculs qu'on n'est pas obligé de faire tout de suite, on va les faire au moment où il y a une énergie qui est vertueuse. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire aussi avec notre plateforme. C'est l'entrée et la sortie de l'énergie. Et puis, en conclusion, je voulais dire, nous, notre approche, elle va bien au-delà de cette optimisation de l'énergie au sein d'un data center, qui est de faire en sorte que le système de refroidissement soit le plus efficace. Nous, vraiment, on a une approche qui est radicale de dire, plutôt que d'essayer d'optimiser, d'aller sur un ratio de 100%, nous, on veut réutiliser la chaleur, ce qui fait que là, on casse une barrière pour aller beaucoup, beaucoup plus loin. Et ça, on pense que c'est l'avenir parce que les réseaux sont de plus en plus entre guillemets, intelligents, enfin, c'est les logiciels qui sont de plus en plus intelligents et qui vont permettre d'aller envoyer les calculs là où c'est le plus intéressant, quel que soit le point de vue, que ça soit intéressant écologiquement, économiquement, thermiquement ou par rapport à la source de chaleur. Donc ça, c'est vraiment vers ça, c'est ça notre ambition, de devenir le leader sur le HPC responsable. Merci pour ce premier tour. Le débat a l'air d'intéresser nos auditeurs, puisqu'on a quelques questions qui sont arrivées. La première est sur l'OCP de Christophe, qui nous demande s'il existe des indicateurs qui permettent justement de démontrer qu'il y a une approche vraiment green, au-delà de la question du refroidissement qui est peut-être un peu structurellement valorisée. Il y a des études qui ont été faites,
qui montrent qu'effectivement, on disait on consomme entre 28 et 32% moins. Il y a des études qui montrent qu'un technicien va maintenir 1000 fois plus de serveurs que des serveurs traditionnels. Donc voilà, il y a pas mal d'études qui ont été lancées par Yahoo, Facebook, Google, tous ces GAFAM, parce que il faut les croire. Oh bah oui, il faut les croire. Alors, il y a un moment, s'ils l'ont fait, je dirais qu'il y a un moment, il ne faut pas réinventer la roue, quoi. Ils sont des hyperscalers, d'accord? Donc, ils étaient concernés, alors ils sont concernés, effectivement, ils sont beaucoup challengés aujourd'hui. On discutait avec des acheteurs du CAC 40 qui, comme je vous dis, vous voulez comprendre les chiffres, etc. Donc, les GAFAM sont concernés par ça. Ils l'ont fait, comme je disais en préambule, uniquement pour réduire la facture CAPEX-OPEX à la rigueur, sans trop tenir l'importance de tout ce qui est green. Et je vous rappelle qu'il y a quelques années, justement, Amazon avait été attaqué. Alors, pas que je porte les GAFAM en deux cœurs, je suis plus old school franco-français, on va dire. Force est de constater qu'il y en a quand même qui rendent de service. Et Amazon avait été attaqué il y a 3 ans, je crois, justement, sur ces problématiques de consommation énergétique. Et ils avaient répondu en disant ne parlez pas de ce que vous ne connaissez pas, on utilise des serveurs qui sont différents des autres. On pourra peut-être envoyer les études en question. On peut envoyer des études. Ouais. On a des, alors je ne les ai pas sur moi, mais c'est des études qu'ont fait Yahoo, différentes banques justement, etc., qui montrent que ça consomme moins. Et puis c'est dans le cahier des charges. Juste pour terminer, quand on parle de durabilité, c'est dans le cahier des charges. Vous savez que les machines sont les plus parfaites en Asie. Donc il y a des grades de composants, comme c'est open source, et comme il y a des plans, il y a des grades de composants imposés, etc., pour que la machine dure plus longtemps. Donc il y a des chiffres qui sont vous pouvez les trouver sur la fondation justement Open Compute Project, parce que c'est une association publique. Parfait, merci. De manière très terre à terre, c'est probablement pour Davy, quand on parle d'un calcul, qu'est-ce que c'est de manière très concrète un calcul? Je dirais des additions, des multiplications, ça ne va pas beaucoup plus loin que ça. Hein. Effectivement, on part des mathématiques de base, on va aller faire du calcul stochastique pour résoudre des équations différentielles. Donc pour tous ceux qui travaillent dans la finance, ça va être l'équation de Black-Scholes, les méthodes Monte Carlo. Donc les calculs que nous on envoie, c'est on va avoir un produit, un instrument financier, un produit dérivé qui pourra être un swap de taux, un dérivé sur action ou sur indice. Et ce qu'on veut, c'est savoir à un instant T combien il vaut. Donc, nos portefeuilles, c'est des collections de ces instruments qui sont regroupés par divers facteurs. Voilà, on ne va pas en faire le tour. C'est des manières de partitionner l'ensemble des instruments qu'on traite dans les différentes salles de marché. Et d'ailleurs, là, en disant différentes salles de marché, je donne déjà un axe de partition. Et donc, ce qu'on a besoin de savoir, c'est un peu comme quand on boursicote soi-même. On se connecte à une application, on veut savoir les produits que j'ai achetés à un instant T, combien est-ce qu'ils sont valorisés aujourd'hui, si jamais voilà, j'ai envie de savoir, j'ai acheté tant de produits financiers à différentes horizons de temps, aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente en argent si j'y quitte tout. Ben, ça, c'est une vision un peu simpliste, mais réelle des choses. Donc, on a besoin de savoir est-ce qu'on gagne, est-ce qu'on perd, et par rapport à ce qui va se passer sur le marché, à savoir, c'est ce qu'on appelle les sensibilités, les Grecs, comment est-ce que ça risque localement de bouger? Est-ce qu'on est en risque? Est-ce qu'on n'est pas du tout en risque? Est-ce qu'on est très exposé au risque de faillite de certains clients? C'est vraiment tout l'univers des produits financiers et la manière de les monitorer. Combien on a en portefeuille? Est-ce qu'on gagne? Est-ce qu'on perd? Combien on risque de gagner et de perdre? Est-ce qu'il faut prendre des actions correctives sur la composition de nos portefeuilles d'instruments financiers? Et puis après, il y a d'autres choses sur les risques de contrepartie, les risques maximum de perte avec certaines probabilités. Donc on parcourt tout l'ensemble du monde de la finance et des indicateurs qui nous donnent des informations sur la vie de nos instruments financiers.
Paul, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, le cas de la finance est très intéressant. Moi, il se trouve que j'ai découvert le monde de la simulation en allant dans la finance. Avant Carnot? Avant Carnot, oui, pardon. Et effectivement, donc, ce sont des calculs enfin, chez Carnot, donc, on ne fait pas que du calcul bancaire. Hein. Je vais donner un autre exemple. On a beaucoup de clientèle dans le monde de l'image de synthèse, hein, enfin, le cinéma d'animation, où en fait on produit des images numériques à partir de modèles. Et en fait, si vous faites le parallèle, c'est à peu près le même calcul que ce que vous avez dans la banque. Hein. En fait, bon, il se trouve juste que dans la banque, on simule les marchés financiers avec des comportements de marché. Si vous faites le parallèle, dans le monde du cinéma d'animation, vous avez un modèle, il y a un modèle pour les instruments financiers, et vous simulez la lumière avec le comportement de la lumière vis-à-vis de la caméra et entre les sources de lumière et les différentes caméras. Aussi avec d'ailleurs les mêmes méthodes de type Monte-Carlo, juste les modèles mathématiques ne sont pas tout à fait les mêmes, mais vous avez besoin d'un ordinateur qui est capable de prendre un aléa et d'en restituer l'impact sur. Donc, alors, c'est deux exemples, hein, mais il y en a plein d'autres. Et ça, on a tendance à cataloguer le monde du calcul intensif en deux grandes parties, c'est-à-dire il y a le monde de la simulation et le monde de l'analyse. C'est-à-dire que l'analyse, c'est plutôt vous avez des données et vous essayez d'en extirper quelque chose. Donc il y a des cas d'usage chez Carnot, par exemple? Oui, alors l'analyse, donc ça, l'analyse, c'est quelque chose qui change de nom tous les 10 ans. Hein, donc maintenant, on appelle ça de l'IA. Ou on appelle ça du machine learning. Avant, on appelait ça de la business, hein, je ne sais plus, l'IA, ça a changé de nom plein de fois. Bon, l'IA, c'est vrai que c'est un peu particulier, il y a des choses une approche un peu nouvelle. Mais c'est un domaine gigantesque aussi. C'est-à-dire aujourd'hui, on a des quantités de données analysées qui sont. Donc là, c'est aussi des ordinateurs qui tournent des millions d'heures. Exactement. Donc, ce sont un peu les deux. Alors après, il y a un autre domaine qui est le monde de la cryptographie, je pense, qui est aussi qui a pointé le bout de son nez avec les cryptos, qui est un peu à part. Enfin, c'est un monde un peu à part. Mais sinon, voilà, c'est les grands domaines. Et nous, chez Carnot, on essaye justement d'aller adresser de manière générique tout ce monde de la simulation, que ça soit pour simuler la structure de Notre-Dame, en passant par de l'image de synthèse, en passant par de la simulation financière, et de faire en sorte de développer vraiment les outils qui vont permettre à tous ces gens-là d'avoir un service de qualité avec les bilans carbone. Je prends la balle au bon, Paul. Une question de Ludovic de Caen qui nous demande comment on assure chez Carnot à nos clients, le client est là pour en parler aussi, la confidentialité, la sécurité des calculs dans le processus d'orchestration sur notre infra distribué. Alors, donc déjà, nous, dans nos machines, historiquement, on fait vraiment ce qu'on appelle des machines de calcul où on ne stocke pas les données de nos clients. Hein. Donc, on a toute une infrastructure avec un chiffrement qui est sur toute la chaîne. D'ailleurs, on utilise depuis très longtemps aussi des technologies de type TPM qui permettent aussi d'inclure le hardware dans le chiffrement. On va aussi vers des machines qui sont de plus en plus sécurisées physiquement, hein, c'est-à-dire aujourd'hui nos modules, hein, nos QB, qui sont les modules de calcul, sont fermés, sécurisés au niveau, on va dire, là je parle même plus du hardware, mais de la coque. Ils sont disposés dans des lieux qui sont sécurisés à différents niveaux, donc ça c'est aussi au client de choisir. Donc on a des audits justement sur cet aspect sécurité. Donc c'est vraiment des éléments qui sont très importants. Et même d'ailleurs, quand on faisait du TPM, on s'est rendu compte qu'on avait un meilleur niveau de sécurité que ce qu'on pouvait trouver en data center où il n'y avait pas forcément de TPM. C'est-à-dire que dans un data center, c'est aussi assez compliqué de sécuriser. Pour ceux qui ont eu l'occasion d'y aller, vous entrez dans un data center. Alors c'est très sécurisé pour y rentrer. Une fois que vous êtes dedans, vous voyez des baies avec marqué le nom du client. Tiens, je ne savais pas qu'ils étaient là. Donc c'est pas simple non plus. Hein. Donc voilà. Et après l'approche de Carnot, c'est aussi quelqu'un qui s'en va avec la machine, il n'emporte rien du tout à part du matériel. Bon, on a des assurances pour ça, mais il ne veut pas récupérer les informations de nos. Ça veut dire qu'on ne stocke pas? Non, on ne stocke pas. Et la machine, une fois éteinte, c'est pas l'approche est très différente de ce que vous allez trouver sur les serveurs classiques quand vous prenez de la colocation ou ce genre de choses, où vous avez vos serveurs avec marqué le nom de votre entreprise dessus. C'est à moi, avec mon disque dur, avec mes données, mes softs dessus. Et si
pars avec, je suis sûr que tu vas trouver plein de choses intéressantes. Donc l'approche est très différente. Mais disons que ça, c'est pas particulier à Carnot, hein. C'est ce que vous allez trouver chez la plupart des acteurs du cloud. C'est une approche dite bare metal, hein, par opposition à une approche de serveur de en colocation. Davy, un petit ajout ou... Je me doute qu'une banque qui fait appel à un nouveau cloud provider s'est assuré qu'il était fiable, sécurisé et qu'il n'y avait pas de risque. Oui, effectivement, la sécurité est un potentiel, ou plutôt le manque de sécurité est un potentiel showstopper. Donc on sélectionne et on fait confiance au cloud sélectionné. Si je devais pousser un peu plus loin, je dirais que on a une solution simple et astucieuse qui fait que on pourrait, ça serait un très gros problème de réputation, effectivement, de se faire hacker, de se faire récupérer une partie de nos calculs, mais les gens qui les récupéraient n'en tireraient rien. De la manière dont ça a été architecturé, c'est à la fois simple et astucieux. Et, donc quand on rajoute une brique Carnot dans le mix des cloud providers, on lui demande aussi des exigences de sécurité. Oui, en plus, les études de sécurité qui ont été un prélude au démarrage des travaux cloud ont été assez corsés et à raison, on ne peut pas se permettre de prendre des risques de réputation, des risques opérationnels. Ce ne serait pas forcément du vol de données, hein, ça pourrait être aussi une perte de puissance, on n'est pas capable de sortir des reports et on est incapable de savoir, c'est un peu comme si on était en voiture et puis on ne sait pas à quelle vitesse on va et puis on a un pare-brise, on ne verrait pas où on va non plus. Donc on a besoin de sécurité, c'est indispensable. Ensuite, c'est renforcé, la sécurité du provider est renforcée par la manière dont on l'utilise. Alors, il nous reste exactement 6 minutes et j'ai une question qui, je pense, s'adresse plutôt à Raphaël et puis une dernière qui s'adressera à Paul, je pense. On a parlé de certification des machines ayant 3 à 4 ans. Est-ce que c'est une certification qui correspond à une norme ISO? Alors, ce n'est pas une certification. Est-ce que c'est une norme technique ou on recertifie les machines. On recertifie. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, comme je disais, comme ce sont des machines qui ont une très grande durabilité, via notre partenaire, on rachète des machines justement en provenance de ce même GAFAM qu'on recertifie, c'est-à-dire qu'on les teste de nouveau, on les remet à blanc et on y apporte une garantie qui peut aller d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que quand on utilise des machines aujourd'hui qui sortent 14-20 cœurs par processeur avec des fréquences assez élevées, donc c'est ça qu'on n'a pas à rougir en termes de techno, on est capable de les garantir 6 ans, c'est-à-dire qu'elles sortent de chez les hyperscalers, on les recertifie en usine, hein, etc. Et quand on les livre, on est capable de les garantir jusqu'à 6 ans. C'est quand même énorme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une machine que vous achetez chez un constructeur traditionnel, elle sort avec 3 ans de garantie. Alors vous pouvez mettre sur des extensions de garantie à 5, 6, 7 ans, mais savoir qu'on peut le faire aussi avec le monde de l'OCP recertifié, et encore une fois, il ne faut pas oublier que, je leur dis encore, mais 70% de l'empreinte carbone d'un serveur, c'est sa production. D'accord. Donc, quand on les recertifie, déjà, on sauve 70% d'empreinte carbone. C'est juste énorme et ça fait vraiment le job. Carnot et Pixis peuvent en témoigner. Merci. J'ai une question de Chloé qui demande de quelle manière Carnot arrive à prouver justement l'efficacité environnementale de ses calculs par rapport à un cloud provider tiers. Est-ce qu'il y a une manière de le mesurer et est-ce que vos clients en profitent? Alors, c'est une très bonne question. Alors, nous, on a une démarche qui est très active sur ça. On met en avant ce qu'on appelle des carbon facts, hein, c'est-à-dire qu'on expose des faits qu'on connaît, qu'on maîtrise. Alors, pourquoi on les maîtrise? Parce que toute notre structure, notre infrastructure et notre plateforme logicielle a été conçue sur cette base-là. Parce que nous, au départ, il y a
il y a 10 ans maintenant, ce qu'on faisait, on faisait des radiateurs numériques pour chauffer des gens. Donc, on devait en permanence être capable de mesurer la consommation électrique de chacun chacun des nœuds de calcul, pour en déduire les calories dégagées, aussi pour pouvoir rembourser l'électricité qui était consommée. Donc, tout ça, ce sont des choses qu'on maîtrise. On est allé beaucoup plus loin, puisque maintenant, on connaît aussi site par site les sources d'énergie. On connaît l'origine des machines. Alors, on est en train de travailler sur l'intégration aussi de ce qu'on appelle l'ACV, le cycle de vie complet du produit. On est en train de travailler aussi à la certification de cette comptabilité carbone. Donc, il y a différentes normes qui existent. On travaille pour que ça puisse être certifié. Mais déjà, ce qu'on fait, c'est qu'on restitue ça à notre client sous forme d'une petite fiche qui ressemble à ce que vous trouvez sur les jus d'orange, c'est ce que vous voyez dans les magasins, pour dire, bah voilà, votre calcul, il a duré tant de temps, il a consommé tant d'électricité sur tel type de machine et avec telle source d'énergie. Et à partir de là, ça fait un bilan d'abord énergétique, puis un bilan. Et pourquoi c'est différent de ce que nous dit AMD, Intel ou n'importe quel autre fournisseur sur la consommation énergétique? Ça suffit peut-être de savoir ça. Alors, en général, il n'y a pas que il faut savoir la consommation et puis après la source d'énergie. Donc, pour faire le bilan, voilà, vous faites cette multiplication de quantité par la qualité. Et tu disais jusqu'à la tâche de calcul. Jusqu'à la tâche de calcul, voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on est les seuls à faire à ce niveau-là. Et on va travailler à le certifier. Alors, la certification, c'est un sujet assez compliqué. On en a un peu parlé tout à l'heure parce que c'est dur de comparer. Les GAFAM disent qu'ils sont carbone neutrales. Bon, vous n'êtes pas le premier à nous dire qu'il faut les croire. Bon, certes, ils font ces efforts-là, mais je pense que l'étape d'après, ça va être cette comptabilité. Aujourd'hui, il y a tout ce qui est scope ESG qui se développe. On a vu, aujourd'hui, il y a des méthodologies simples. C'est bien, c'est mieux que rien, on va dire. C'est-à-dire que typiquement, on va dire, tiens, 1 euro d'IT, c'est 400 grammes de carbone. Puis on prend le bilan comptable et puis on fait fois 400 grammes et puis c'est plié. Et on plante des arbres. Et puis comme ça, on pourrait éventuellement planter des arbres à côté. Mais quelque part, c'est un peu antinomique parce que si vous achetez vous prenez une voiture que vous payez beaucoup moins cher, son empreinte carbone, elle est peut-être bien pire qu'une voiture qui coûte un peu plus cher parce qu'il y a le catalytique et tout ça. Donc déjà, rien que là, on est sur quelque chose qui n'est pas forcément très très juste. Bon, c'est mieux que rien, c'est une première étape, mais nous, on veut aller beaucoup plus loin et qu'on puisse avoir le détail. Bon, après, pas que le gars qui va faire son calcul, il veut faire son calcul d'abord, mais déjà qu'il puisse avoir un peu un indicateur et puis que ça l'incite aussi à se comparer, ça incite aussi les autres acteurs à dire vraiment ce qu'ils font, hein, et puis pouvoir comparer ce qui est comparable. Nous, on fait pareil dans le cinéma, on est très actifs pour essayer de dire, tiens, tel film d'animation, à la fin, c'est tant d'heures de calcul. Pas pour qu'on arrête de faire des films, parce que c'est sûr, les enfants sont ravis d'aller voir des films, mais d'ailleurs, les enfants, oui, alors on a participé au Mignon, bien sûr, mais par exemple, c'est marrant parce que les enfants sont très conscients de ça. C'est-à-dire que quand vous expliquez à un gamin que tel film, c'est fait avec des ordinateurs et que ça consomme plein d'énergie, ils comprennent très très vite. Plus que nous. Oui, parce qu'ils jouent aux jeux vidéo beaucoup, ils voient je ne vais pas citer de marque, mais ils voient la console là, qui chauffe à bloc, etc. Donc, c'est des choses qu'ils comprennent très bien. Donc, je pense il faut aller dans cette direction-là, certifier les choses, et puis pas être dans une démarche, on va dire, trop punitive, mais d'information. Hein, il faut que l'information soit là, et ça sera une première étape pour. On dit souvent mesurer avant de réduire. Exactement. D'accord. Alors, il reste encore pas mal de questions, mais l'heure a tourné. Ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez ajouter les uns les autres ici? Non? On va faire le tour. Alors, peut-être juste une dernière question. Vous me répondez par oui ou par non. Est-ce qu'il faut être optimiste sur nos capacités à atteindre un Green IT, Raphaël? Ouais, malheureusement, on a tendance, il faut toujours prendre le mur, ça c'est un peu les êtres humains, il faut toujours prendre le mur pour se mettre à bouger. J'espère aujourd'hui, grâce à nos enfants, justement, qui sont vraiment une petite fille, elle a 10 ans, et je la vois tellement, alors, pas impliquée, mais beaucoup plus, en tout cas concernée que je pouvais l'être à l'époque. Donc on va être optimiste, mais ça, il faut y aller, quoi. Enfin, il faut vraiment
faut qu'il y ait des gens, peut-être plus de gens comme Carnot, alors peut-être pas plus trop pour toi, mais en même temps, c'est bien de voir, parce que nous aussi, on voit qu'il y a d'autres acteurs qui arrivent dans différents pays. Donc oui, on va être positif parce que justement, il y a des acteurs comme ça qui arrivent et qui disent, tiens, comment on pourrait faire mieux, parce que comme on a dit, il faut absolument, on aura besoin de calcul, mais qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'il y a cette challenge, etc. Donc on va être positif. Paul, optimiste? Extrêmement optimiste, oui. Disons que nous, notre passion avant tout, c'est l'informatique, la puissance de calcul. On peut faire des choses extraordinaires, on peut faire des choses un peu moins extraordinaires avec l'informatique, mais on peut faire plein de choses merveilleuses. Et donc, je pense qu'il faut continuer à travailler avec les gens qui sont passionnés d'informatique. Dans la communauté OCP, on le voit vraiment, il y a vraiment une vraie passion. Ça, je pense que la passion, elle va venir aussi des gens voilà, qui aiment ces machines et qui naturellement vont faire en sorte qu'elles soient toujours plus performantes. Et ce qui est important, c'est de ne pas subir. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui s'intéressent à ces machines, qui vont les faire évoluer. Bon, il se trouve que voilà, une grande partie de la société aujourd'hui subit le numérique, mais il faut qu'il y ait une communauté de gens qui ne subissent pas et qui font en sorte que on va pouvoir en faire plus avec moins demain. David? Complètement optimiste. De ce que je vois, j'ai travaillé dans pas mal de grandes banques sur Paris. On est passé d'une approche où le côté green était un add-on sympa, un add-on marketé, à quelque chose qui rentre dans la grille de lecture des nouveaux projets. Et je pense que c'est extrêmement important de voir ce shift et de comprendre qu'il est vraiment extrêmement important. Donc voilà, très, très optimiste. Bon, moi je conclue, je suis très optimiste aussi. On a fait le tour de l'horloge. Merci beaucoup à celles et ceux qui nous ont écoutés. Je crois que mon adresse va être partagée sur le chat et Exactement. je fais des messages à ceux Merci qui les auront. Et merci beaucoup à toute l'équipe. Salomé, je te rends la parole. Merci, monsieur. Merci. Merci beaucoup à tous les quatre. Effectivement, comme tu l'as dit, Quentin, je vais rajouter ton adresse mail dans le chat pour que toute personne qui souhaite continuer la discussion puisse le faire par le biais de toi avec chacun des intervenants de ce jour. Merci pour ce sujet passionnant qui a suscité pas mal de questions. N'hésitez pas à continuer les échanges effectivement a posteriori. On est ravis d'avoir pu vous avoir tous les quatre pour ce webinaire. Et n'oubliez pas que vous avez la possibilité de vous inscrire toujours pour les 3 webinaires restants. À D'accord qu'on reçoit demain, Imagine Optique qui sera jeudi et enfin Ecomondo vendredi. On vous remercie tous pour votre participation et à très vite. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.